Uwe Rosenberg est un designer que j'adore, mais on se le cachera pas. Des fois c'est des jeux de ferme, des fois c'est des jeux de tuiles. Puis aujourd'hui, c'est un jeu de tuiles. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bien l'école du jeu, mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui le jeu Sagani. Alors Sagani est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs d'une durée d'environ 30 minutes. C'est un jeu du designer Uwe Rosenberg et comme je le disais dans mon introduction, c'est un jeu qui va utiliser un mécanisme qui va être un petit peu familier, soit la pose de tuiles. Parce que à la base, Sagani est issu un peu avec le même ADN que le jeu Nova Luna, également du designer Rosenberg, en collaboration avec le designer du jeu Habitat. Alors, Nova Luna était vraiment un mélange de Habitat et de Patchwork, et là, Sagani reprend des éléments de, justement, Nova Luna et les ramène pour faire un jeu bien à lui, designé par Rosenberg. Donc oui, les deux jeux ont beaucoup de similitudes, mais ils sont également très très différents. Donc, on va aller voir les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Voici donc Sagani. Alors, je commence immédiatement avec le livret de règles, avec une couverture très très colorée. Alors, c'est un livre qui est pas très compliqué. Le jeu est relativement simple, les exemples sont clairs, c'est très très bien indiqué comme ça ici. Donc, on n'a pas affaire à quelque chose de trop complexe. Et à l'arrière, il y a les variantes solo, la variante classique et le jeu avancé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans Sagani? Eh bien, on va tenter de marquer des points de victoire. Et là, c'est une course aux points de victoire. Selon le nombre de joueurs, la fin de la partie va se déclencher lorsqu'on va arriver à un certain nombre, un certain score. Par exemple, ici, pour une partie à 2 joueurs, quand on va arriver à 75 points, ça va déclencher la fin de la partie. Et là, chaque joueur va recevoir des petits jetons de sa couleur, un marqueur de score, et on va également placer, disponible à tous les joueurs, des jetons cacophonie. Donc, ces jetons-là vont être placés dans une réserve générale qui vont être accessibles à tous les joueurs. On va diviser les tuiles comme ça en 3 piles égales et on va faire une rivière de 5 tuiles. Un coup qu'on ait fait ça, on est prêt à commencer. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire dans Sagani? On va tenter de faire des agencements de tuiles de manière à pouvoir placer nos petits marqueurs comme ça. Et là, il va falloir faire attention parce que si on décide de placer trop de tuiles, donc on a trop de marqueurs sur notre plateau de jeu, ça se pourrait qu'on doive prendre des jetons cacophonie qui vont nous donner des points négatifs. Là, les points négatifs, on va perdre 2 points chaque fois qu'on va placer un jeton rouge et on a des petits points négatifs comme ça ici. Advenant le cas, on serait déjà à 0 et on en prendrait là, par un drôle de hasard. Donc, ici comme ça, on a des points négatifs. Et là, comment ça va se faire? Eh bien, les joueurs vont jouer à tour de rôle. Et là, ce qu'on va faire à notre tour, on va simplement prendre une tuile, la placer sur notre plateau. Là, en début de partie, c'est certain qu'on n'a pas de tuiles encore, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va les placer. Et chaque fois qu'on va en placer une nouvelle, on va devoir la placer de manière orthogonale. Donc, exemple, j'aurais cette tuile-là ici comme ça. Donc, je la prends. Ensuite de ça, ce que je vais faire, je regarde le nombre de flèches qu'il y a sur la tuile. Donc, il y en a 3. Donc, je vais prendre 3 de mes petits jetons et je vais les placer ici. Parce que le but, c'est de libérer l'esprit. Et pour le libérer, on va devoir remplir les conditions des flèches comme ça. C'est-à-dire d'avoir des tuiles qui vont être dans cette direction-là. Et lorsque ça va être fait, on va pouvoir placer un jeton comme ça. Donc, admettons que les tours continueraient comme ça et qu'éventuellement, je viendrais placer une tuile comme ça ici. Eh bien, je réussirai à remplir cette condition-là. Donc, je vais placer un petit marqueur ici. Et lorsque je vais avoir placé tous mes marqueurs, donc advenant un cas comme ça ici, je vais pouvoir les retirer, donc les avoir de disponibles, et je vais retourner la tuile qui va me marquer des points de victoire. Et là, on va avancer les points de victoire sur la piste de score. Les petites règles, il faut savoir que même s'il y a des tuiles entre comme ça ici, l'important c'est d'avoir une tuile dans cette direction-là. Et peu importe comment loin la tuile elle est, et même si, advenant le cas qu'on aurait fait un cheminement et qu'on arriverait comme ça et qu'il y aurait un trou, on pourrait quand même placer notre marqueur. Et là, je vous parlais des marqueurs qui sont limités parce que si jamais on a placé trop de petites tuiles et qu'on a beaucoup de petits marqueurs comme ça ici, si on ne peut pas en placer, on va être obligé de prendre des jetons de cacophonie. Les jetons de cacophonie fonctionnent de la même façon. On va les placer sur la tuile et on va pouvoir les placer ici comme ça et on va même pouvoir les récupérer. On ne perd des points seulement quand on prend des jetons de cacophonie. Donc, il va falloir faire attention justement de réussir à compléter certaines tuiles pour pouvoir avoir des petits jetons qui vont se libérer. Et là, vous allez voir le marché ici comme ça, ne va pas se remplir automatiquement. Ce qui se passe, c'est que lorsque le marché est rendu à une tuile, le joueur actif a 2 choix. Il peut choisir soit de prendre la tuile, comme à l'habitude, et ensuite de ça, on va remplir le marché, ou de placer la tuile dans les cases d'interlude.
À ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la prochaine tuile ici sur le dessus et va devoir la placer obligatoirement. Et là, vous voyez les tuiles à l'arrière, on voit toujours le nombre de points qu'elles vont avoir. Donc ça, c'est le nombre de flèches qu'il va y avoir sur la tuile. Donc par exemple ici à 6, on sait qu'il y a automatiquement 3 flèches parce que tous les jetons ici comme ça qui valent 6 points, toutes les tuiles qui valent 6 points ont 3 flèches. Mais on ne connaîtra pas la disposition. Et là, ça va justement jusqu'à 10 points où on doit avoir 4 flèches. Donc on va avoir une petite idée de la couleur et du nombre de flèches, mais on ne saura pas exactement qu'est-ce qu'il en est. Mais à quoi vont servir les tuiles d'interlude? Eh bien, lors de la partie, là, ça se pourrait que ça arrive pas nécessairement souvent, mais lorsqu'on va jouer, si on est rendu avec 4 tuiles comme ça ici, on va déclencher un interlude. Donc, advenant le cas ici comme ça, que j'aurai les 4 tuiles, lorsque la rivière est terminée, est vide, on va déclencher l'interlude. Donc, à commencer par le joueur avec le moins de points de victoire, il va pouvoir sélectionner une tuile ici comme ça pour placer dans son plateau de jeu. Donc, c'est une espèce de petit mécanisme de rattrapage, mais ça arrivera peut-être pas nécessairement très souvent parce que c'est pas obligatoire de placer des tuiles dans l'interlude ici comme ça. Donc ensuite, après la phase d'interlude, on va remplir la rivière de manière à ce qu'il y ait toujours 5 tuiles comme ça. Donc c'est la seule façon de pouvoir justement activer l'interlude, c'est lorsqu'il en reste juste une, on va en placer une comme ça. Et là, on va continuer jusqu'à temps qu'on se retrouve avec le nombre de points de victoire nécessaires. Et là, on va terminer le tour actif, à commencer par le premier joueur, pour que tous les joueurs aient eu un nombre de tours égal, et celui avec le plus de points va remporter la partie. En cas d'égalité, lorsqu'on avance, exemple les scores, on va toujours se placer comme ça ici. Et là, c'est le joueur qui serait en dessous, donc le premier joueur à avoir atteint ce score. Ce qui est intéressant avec le jeu, c'est que à tout moment, on peut regarder nos tuiles, à savoir est-ce qu'on complète une des conditions, parce que ça se pourrait des fois qu'on ait placé des tuiles et qu'elles nous aient échappé. Donc, on peut toujours voir en temps réel pour pouvoir essayer de regarder si on peut placer des nouveaux petits marqueurs. Donc, pour résumer, chaque tour va être identique. On prend une tuile disponible dans la rivière, on la place sur notre plateau à un endroit orthogonal à une tuile déjà existante. On place les jetons d'accord, ici comme ça, les petits marqueurs sur la tuile au nombre de flèches. Ensuite, on regarde si on complète des connexions. Encore une fois, on peut compléter des connexions sur d'autres tuiles. Là, il n'y a pas vraiment d'ordre pour ça. On peut regarder à tout moment. Et si on complète une tuile, donc on a placé les marqueurs comme ça, on va pouvoir la retourner de manière à marquer des points de victoire. Et comme j'expliquais en début d'explication, il existe des règles ici comme ça en solo. Donc une variante classique qui va être de jouer de manière à avoir 75 points. Et là, c'est d'avoir joué le moins de tuiles possible. Et une variante de jeu avancée comme ça ici où on va utiliser toutes les tuiles de manière à faire des points. Mais ça, je vais vous laisser les découvrir par vous-même. Alors, ça fait le tour des règles de Sagani. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Donc, premièrement, la comparaison va se faire. Nova Luna et Sagani, c'est deux jeux que j'apprécie à peu près de même manière. Il n'y en a pas un qui se démarque plus qu'un autre. Parce que je dirais que, bon, premièrement, les éléments de Nova Luna que j'adorais, c'était l'élément du temps, qui était repris de Patchwork d'ailleurs. Donc, le fait que le joueur en arrière, il pouvait jouer tout le temps. Donc, il n'y a pas un ordre de tour défini. Je trouvais que c'était un concept que j'aimais beaucoup dans ces jeux-là. Et là, ici, Sagani ne reprend pas ce concept-là. Donc, c'est vraiment tour par tour. On va sélectionner une tuile dans les tuiles disponibles et on va les placer. Mais les manières de pouvoir faire des points avec l'orientation des tuiles ainsi que leur placement par rapport aux autres est relativement identique à Nova Luna. Mais là, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer pour avoir des tuiles dans les directions. Ça veut dire qu'on va peut-être demander un petit peu moins de planification de couleurs parce que bon, dans Nova Luna, encore une fois, je fais le comparatif là, parce que c'est certain que les gens vont probablement s'informer entre les deux. Mais dans Nova Luna, il fallait planifier un peu plus notre casse-tête, tandis que ici, dans Sagani, encore une fois, il faut planifier notre casse-tête, mais je dirais que c'est un petit peu moins punitif parce que on peut placer les tuiles un peu plus loin. Donc, jamais j'ai placé une tuile d'une couleur juste à côté d'une autre. Ah, tu sais, dans Nova Luna, ça pouvait briser nos plans. Ici, on va pouvoir se reprendre en plaçant une tuile un peu plus loin. Mais ça fait en sorte que ça rouvre le jeu un peu pour tout le monde et ça fait en sorte que c'est moins un jeu qu'on va se prendre la tête sur une mauvaise décision qui va venir nous hanter pendant toute la partie. Ça reste encore une fois un genre de jeu qui va plaire aux amateurs de puzzles spatio-temporels. Donc, quand je dis puzzle spatio-temporel, je parle pas du thème de l'espace, mais je parle de positionnement. Donc, vous savez, ces jeux où on doit trouver une façon de placer les tuiles de manière à ce qu'elles soient avec d'autres tuiles. Donc, c'est vraiment ce que j'appelle, c'est un petit puzzle de perception qu'on va faire. Et Sagani est vraiment super pour ça. Bon, oui, on a essayé de mettre un beau petit thème avec des esprits, les petites urnes, les choses comme ça. On se le cachera pas, c'est un casse-tête. Moi, je le vois comme ça. C'est correct de vouloir mettre un petit peu de fluff autour. Mais moi, c'est le genre de jeu que j'aime et je suis un bon public pour ce type de jeu-là. C'est certain que, bon, avec les jeux abstraits qui ont fait une montée un peu en popularité, là, je dirais qu'on se le cachera pas. Les jeux abstraits
serait très, très populaire avant, mais pour le commun des mortels, le jeu Azul est venu vraiment briser des barrières pour ce type de jeu qui habituellement est un peu plus drabe visuellement, mais ça faisait en sorte que ça a attiré beaucoup de monde vers ce type de jeu-là. Et le type de jeu casse-tête aussi est un genre de jeu qui passe très très bien parce que, bon, c'est certain que si vous écoutez souvent les vidéos de la chaîne, on va jouer à une tonne de jeux, mais il faut toujours penser aux gens qui vont être autour de la table parce que ces gens-là vont probablement être souvent moins joueurs que nous et je trouve que Sagani, c'est le genre de jeu, puis des jeux de ce concept-là qui passent très très bien. Donc pour moi, c'est toujours l'impression qu'on a autour de la table et c'est un jeu que je jouerai, ce sera probablement pas le premier jeu que je vais vouloir proposer pour une soirée de jeu, mais c'est un jeu qui va être facile pour amener des nouveaux joueurs, qui offre des décisions tellement intéressantes et toujours croustillantes et encore une fois, un de mes amis à moi adore ce type de jeu-là, donc pour moi, c'est vraiment un no-brainer d'aller chercher ce type de jeu-là pour lui faire jouer parce que je sais que c'est le genre de jeu qu'il aime. Donc si jamais Sagani peut sembler vous plaire, je vous invite à jeter un coup d'œil. C'est un petit jeu très sympathique de placement de tuiles qui va ressembler à d'autres tout en étant différent, mais ça c'est souvent le concept même de ces jeux abstraits-là, d'avoir des petits éléments d'un peu plein de jeux et ça fait en sorte que pour ma part, c'est le genre de jeu que j'apprécie beaucoup. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!